présenter une sélection de 6 projets pour illustrer 6 thématiques qui sont des thématiques avec lesquelles nous aimons travailler. Ce sont des projets qui ont des échelles différentes, des budgets différents, qui correspondent aussi à des programmes différents, des territoires, des sites différents. Vous allez voir néanmoins qu'il y a des connexions entre ces projets. Donc le premier thème que nous allons développer, ça va être la répétition. Et le projet qui illustrera cette répétition, c'est notre résidence pour étudiantes qu'on avait développée à Argenteuil, les 164 logements. Le deuxième projet, ce sera Sarcelles, qui illustrera le thème de l'académisme dans le sport. Le troisième projet est Louis Blanc, qui est une résidence de 17 logements pour la RIVP que l'on a réalisée dans le 10e arrondissement. Là, il y a toute une réflexion qu'on aimerait mener sur le HQE. Le quatrième projet, c'est Thiel, le projet qu'évoquait Francis à l'instant, le centre de bâtiment administratif du centre de Bus, où là, la réflexion qu'on a développée concerne, je dirais, le territoire flou. Cinquième projet, Lyon-Confluence, avec un travail sur la mixité. Et le dernier qui est celui du centre de l'illustration de Tommy Ungerer, qui est une réflexion sur l'architecture absente. Voilà. Donc le premier projet, Argenteuil. Donc c'est une mise en œuvre critique d'un programme spécifique. Donc en fait, on a 164 logements étudiants. Et donc on se retrouve en présence d'une population monolithique. Donc on peut supposer qu'ils auront tous à peu près les mêmes aspirations, le même âge, les mêmes centres d'intérêt, en tout cas des centres d'intérêt définis. Donc on a une population homogène. Et on va travailler autour de cette idée de standardisation finalement où nous conduit le logement social, puisqu'en fait tout ça c'est issu d'abord d'une simplification pour la mise en œuvre de financement. Donc on finance des thèmes, donc il y a du logement social, du logement d'insertion, du logement pour Alzheimer, du logement pour personnes âgées, etc. Donc on parle de mixité, et puis en réalité on est là en train de faire de l'hyper spécifique. Donc on s'est interrogé sur la valeur de cet état de fait et comment on pouvait réinterpréter en fait cette hyper répétitivité, ce programme qui est en fait extrêmement contraignant, puisque on va avoir 164 logements qui vont être peu ou prou à peu près sur la même base, donc avec les mêmes surfaces, les mêmes équipements. Et donc, on va mettre en scène cette répétition, et plutôt que d'essayer de passer un peu de la pommade et de dire finalement on pourrait faire plus simple, plus gentil, on s'est dit mais on va pousser à cet extrême, on va pousser cet état à son extrémité, et on va faire un bâtiment où on va mettre en scène cette répétitivité d'une façon presque absolue, presque démoniaque, je dirais. C'est-à-dire qu'on s'est attaché à faire tout disparaître, plancher et refend, et on a comme ça un espèce de damier cadre sur cadre. Donc ça a été un travail assez important au niveau de la technique pour accrocher ces panneaux et faire en sorte qu'on ait des systèmes d'étanchéité qui soient pérennes. Mais ce qu'on voulait, c'était donc d'une façon très très neutre mettre en scène neutre, d'une façon très très affirmée plutôt, mettre en scène cette répétitivité du programme. Oui, là vous avez une photo de Google qui vous montre le positionnement de la parcelle. Donc vous avez le pont d'Argenteuil, pardon, je vais y arriver. Vous avez le pont d'Argenteuil et qui conduit à cet immense ZAC en fait, dont l'objet était de mettre en place un immense centre commercial dans sa partie centrale. On aurait pu se poser la question de la validité et du sens de ce centre commercial qui est venu couvrir et phagocyter un certain nombre de rues. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. La parcelle correspond à ce petit territoire ici, tout en longueur. Là, vous avez une vision de ce qu'était la ZAC avant que l'on commence à travailler dessus. Et vous voyez l'angle de la parcelle, avec à côté, juste en arrière-plan, la première opération qui a été initiée par l'aménageur pour la ZAC. Là, vous avez le plan masse,
qui montre déjà une première attitude vis-à-vis du programme, puisque ce qui était induit par le plan masse et par le règlement d'urbanisme, c'était une fragmentation de cet îlot. On a transgressé ça en ne rentrant pas dans ces systèmes de fragmentation induits et en mettant en place un bâtiment compact, simple, qui vient travailler sur les limites foncières, avec une particularité sur la façade en partie haute, où on voit l'opération que je vous ai montrée tout à l'heure, cette première opération de la ZAC, qui est caractérisée par la mise en place d'un transfo en avant-plan, et donc le bâtiment fait sur sa façade sur la rue principale une espèce de grand écart entre comment intégrer ce transfo, ça aussi c'était un des points majeurs du règlement d'urbanisme, et comment en même temps se raccorder au bâtiment voisin. Voilà, donc le bâtiment se développe en aile, se voit sur une trame, je dirais, fonctionnelle que l'on vient lire d'une façon générale en prolongement dans le jardin, puisqu'on a développé aussi sur ce thème de la répétitivité un travail sur le jardin autour du Tetris, de l'imbrication, c'est aussi un clin d'œil à tout ce travail. Là, vous avez le plan des étages courants. Alors, la façon dont on est venu, je dirais, dissoudre la contingence de la répétitivité induite par le programme au niveau de la mise en place des appartements, ça a été par un parti pris structurel qui a consisté à mettre en place un système porteur de façade sur cœur d'îlot à façade intérieure sur circulation, sur la partie arrière donc, et sur la façade sur rue, on a un système porteur qui se fait par rapport au refend. On ne le voit pas sur la façade, mais vous avez effectivement un refend sur 2 seulement en béton, le reste étant traité en plâtrerie. Et pareil en ce qui concerne la circulation, pour éventuellement se dire, même si lorsque l'opération a été lancée en 2000, on parlait un petit peu moins de réinitialisation de bâtiments, ou en tout cas de devenir de bâtiments, de possibilité de pouvoir un jour le faire évoluer différemment de ce que le programme induisait en base. C'était quand même une de nos préoccupations majeures, donc on a essayé de donner une relative informabilité à ce système constructif qui est le reflet du programme. Donc là, on voit les différentes typologies de logements. Ce qu'on peut dire sur les 164 logements, on a essayé de mettre en place, indépendamment de cette stratégie de base qui consiste à prévoir tous les équipements techniques par définition sur la circulation centrale, puisqu'il y a un énorme turnover, il faut pouvoir intervenir très rapidement, donc ça c'est par définition une chose avec laquelle il est difficile de déroger. Mais néanmoins, on a essayé de travailler sur des typologies quand même assez variées, puisque sur les 164 logements, on a des typologies d'appartements qui vont de 18 mètres carrés à 26 mètres carrés et qui sont soit des T1, enfin des studios, soit des studios bis qui sont un peu plus grands, des 2 pièces. Et on a sur les 160 logements 27 types d'appartements différents, ce qui est quand même assez important pour ce type de programme, indépendamment de tout le travail sur la signalétique qu'on a été amené à faire, sur la couleur, qui fait que là, on les a démultipliés, mais on est dans une logique, je dirais, presque industrielle, de logique automobile, où là, c'est un petit peu différent. Voilà. Là, vous avez un principe de la façade sur rue. On voit bien ce qu'évoquait Emmanuel tout à l'heure, cette façon de dissoudre cette contingence de la répétitivité, de la répétition au niveau de la façade, où il y a eu ce travail qui a consisté à mettre en place une façade où les épaisseurs induite du bâtiment, puisque vous avez un refend toutes les 2 trames, plein égale vide, et vous avez a priori un appartement caractérisé par la juxtaposition de ce plein et ce vide. Donc on est venu absorber toutes les dalles et tous les refends dans un jeu de façades. Donc façade nord, façade urbaine, et puis façade sud, façade sur jardin. Donc dans une autre logique, donc on a vu il y a un différent système constructif pour les 2 façades, et différentes attitudes. Donc là, des balcons filants. Chaque logement a un balcon de 9 mètres carrés, qui est le prolongement direct en fait, de la cellule de vie. Donc là, on voit très bien la façon dont le bâtiment fait ce fameux grand écart entre le transfo, élément majeur structurant de la ZAC, le bâtiment voisin. Donc un bâtiment un peu dégingandé, avec donc à la fois extrêmement raide et rigoureux dans la mise en œuvre et la répétitivité. Donc c'est des espèces de séquences
comme des séquences musicales qui se développent, et puis des espèces de matelas là, qui sont pris dans des modules très, très écrits, et du doré dessus, donc une tentative d'un élément vulgaire sur le bâtiment. Donc cette idée de vulgarité ou en tout cas de détournement en fait, de ce qui aurait pu être un bâtiment simplement rigoureux, nous intéressait. Bon, quand c'était mis en œuvre, le doré était une faute de goût, et on voulait tester cette faute de goût dans cette ZAC qui nous semblait, elle, outrancière par ce qu'elle colportait comme valeur, en sens où c'était un peu une mise en scène de ce que pouvait être le village d'Argenteuil. Donc là, on a voulu mettre en scène un élément qui soit donc ce programme dans sa rigueur, et en même temps donner de la sensualité au bâtiment, et donc d'écrire chaque module comme un module qui soit à la fois sensuel, un peu décalé, et en tout cas d'une couleur inattendue. Oui, d'une certaine façon, c'est une proposition c'est une réinterprétation de la grille qui est induite par tous ces bâtiments qui viennent mettre en scène de façon très répétitive des cellules, des types d'habitats ou de programmes, et donc que l'on retrouve, on voit bien d'ailleurs l'opposition entre les deux types de bâtiments. Alors, je dirais que la façade a été conçue en pot, en intégrant plusieurs problématiques. Une chose qui était très importante aussi pour nous, on s'est aussi posé la question de ce qu'était un logement pour étudiants, la spécificité du logement pour étudiants. Et ça nous a amené à faire un certain nombre de propositions au maître d'ouvrage en ce qui concernait la façon dont cette peau allait être travaillée. Déjà, l'occultation, on est venu combiner pour résoudre ces problématiques d'occultation une chose qui nous semblait importante, la nécessité de pouvoir travailler, écrire. Et ces grands panneaux que vous voyez sur la façade, qui correspondent à l'occultation, sont en fait de grands panneaux coulissants qui, côté extérieur, reprennent un motif, vous le verrez peut-être un peu plus loin sur d'autres photos, dont la chromatique s'inspire des bâtiments alentours. En tout cas, beaucoup de bâtiments alentours reprennent la brique, la couleur rouge. Donc on a une pixelisation du motif des panneaux préfats qui passe du rouge au doré, et qu'on retrouve donc côté extérieur. Et côté intérieur, vous avez un vrai tableau blanc avec des panneaux métalliques laqués avec des poudres qui permettent de travailler et d'écrire au feutre dessus. Voilà. Une chose qui nous intéressait, c'était de s'affranchir de la fatalité de l'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, dans le logement, tout est dimensionné en fonction de la taille du corps humain. Et donc on en arrive comme ça à des standards sur ce que peut être une dimension de fenêtre. Là, on a voulu partir d'une autre idée, c'était de prendre une pièce et la diviser en deux, donc avec une partie pleine et une partie vitrée. Donc en fait, chaque logement fait 2,80 m de large, et vous avez 50% de vitrage, 50% de plein. Donc en fait, le vitrage, la baie qu'on voit fait 1,35 m par 2,50 m de haut. Et donc on a une alternance comme ça parfaite de vide et de plein. Et quand on est dans le logement, donc on a sur sa façade une grande baie qui dessine comme ça une image sur le paysage. On a un tableau et une grande baie sur le paysage, côté intérieur. Là vous avez vous voyez ici le travail sur cette pixelisation qui reprend les chromatiques des bâtiments alentours. Le travail aussi sur toute la serrurerie, qui a été travaillée de la même manière. La serrurerie vient décrire des lieux, donc elle parle à un moment, elle se déroule tout le long du bâtiment. Donc on voit en partie haute, vous voyez ici. Alors quand elle se met en place au niveau des fenêtres, c'est pareil, elle se coupe de façon factuelle dès qu'elle a décrit la baie. Vous voyez, donc là, l'échelle en fait, de la baie. Donc ça, c'était les modélisations en fait, des panneaux, des fonds de moules. Donc tout ça, c'était des moules béton, en fait, préfabriqués, très simple en fait, dans le principe. Donc façade sud. Avec ces grands balcons filants, ces garde-corps que j'évoquais à l'instant, qui partent d'un bout du bâtiment, qui décrivent le bâtiment. Quand on arrive au bout, on coupe, et qui viennent en avant-plan des nez de dalle. Le Tetris du jardin, vous voyez.
tous les séparatifs entre appartements, qui sont aussi des panneaux simplissimes de plexiglas, qui sont moisés entre deux cornières. Le hall d'entrée qui se développe sous double hauteur, avec la perspective sur le jardin. On peut parler aussi du maître d'ouvrage, qui est quand même c'est un maître d'ouvrage de Rennes, qui est un bailleur social, qui a une vraie vision de ce qu'est le logement social. Quand on évoquait le travail qu'on avait fait avec lui sur les appartements, il s'est aussi décliné au niveau des locaux communs. Pardon, puisqu'on a mis en place ce grand hall d'entrée, régulièrement, une fois par an au moins, mais il fait des manifestations pour faire en sorte qu'il y ait une vraie vie de la résidence. Il y a des salles d'études. Tous les locaux communs ont été traités comme des lieux de convivialité, que ce soit les buanderies, les locaux à vélo. Là, vous voyez le hall d'entrée avec les boîtes aux lettres. Ou pareil, sur ce problème de la répétitivité, de l'accumulation, on a essayé de trouver des réponses qui permettent aux étudiants de se repérer facilement. Ça, au niveau des boîtes aux lettres, mais au niveau de chacun des appartements. Le travail que j'évoquais tout à l'heure, fait avec le maître d'ouvrage, là, vous voyez un des fameux panneaux coulissants. On retrouve la même logique sur la rue, sur le jardin. Au niveau du mobilier, il y a eu le même travail qui a été fait, puisque j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y avait des T1, des fameux studios, avec un lit simple et des appartements avec des grands lits. Il n'en reste pas moins que ce sont quand même bien que 18 mètres carrés, c'est déjà une bonne surface de logement, c'est quand même, on travaille sur la compacité. Et le souhait du maître d'ouvrage était... une des préoccupations, c'était que ce lit ne soit pas sujet à mettre en place de grands lits. C'était un peu problématique. Donc, on a travaillé sur des trames de lits in extenso de matériel industriel, de sorte à proposer des lits de 1,20 m de large, qui fassent qu'on ait des standards plus importants que le lit simple à une place, quoi. Voilà, vous avez une proposition pour un duplex. Voilà. Et le mobilier qu'on a dessiné partiellement. Donc, Sarcelles, en fait, c'est un projet qui remonte à 99 dans sa commande, qui a mis très, très longtemps à se réaliser. C'est un tout petit projet. Donc, on est sur le lycée de Sarcelles. Il y a une aire de sport et il y a une personne de la région de France qui nous demande de faire une proposition pour couvrir cette aire de sport pour qu'on puisse faire du sport 4 saisons. Donc on a travaillé sur en fait un parapluie qui permettait donc de protéger cette aire de sport et de rendre donc la pratique du sport plus facile tout le long de l'année. Donc alors ce bâtiment, il n'est pas à voir, enfin il n'est plus à voir parce qu'il a été vandalisé avec la complicité du corps enseignant. En fait, donc c'était ce qu'on a réalisé une aire de sport. Donc il y a eu une présentation, il y a eu des élèves qui ont applaudi. Enfin, c'était vraiment une très belle présentation. Et puis après, ils se sont rendus compte que finalement, c'était pas un gymnase qu'ils avaient, c'était simplement une couverture d'une aire de sport. Donc pour avoir un gymnase, ils ont entrepris le vandalisme systématique du bâtiment. Et donc il est dans un état de délabrement avancé. Et, oui, pour expliquer un petit peu, là vous avez l'enceinte du lycée La Tourelle, qui est un lycée qui a été terminé en 95. Et vous avez en contre-haut ici l'aire d'évolution sportive du lycée. Alors ce dont on ne se rend pas compte sur l'image, c'est qu'il y a une très très grande déclivité. Et en fait, le terrain de sport qui est ici est en contre-haut d'environ 6 mètres par rapport au lycée. Il est positionné, je dirais presque dans une position un peu de plateau, même s'il y a un immense talus aussi. Et il est ouvert à tous les vents, toujours assez humide. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que disait Emmanuel à l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que la politique de la région, c'est de ne pas construire, bien évidemment, d'équipements sportifs dans l'enceinte des lycées, mais de participer au financement des équipements sportifs dans la ville. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la raison pour laquelle la région Île-de-France est rentrée dans cette idée de faire une couverture et de mettre un budget assez conséquent, même si le budget correspondait à 4 poteaux et une voiture en bac acier, objectivement, mais l'idée de faire cette couverture, cette halle de sport, était totalement en digression par rapport à ce qui se fait habituellement. Et c'est parce qu'on était dans un lycée dans le 95 à Sarcelles, soi-disant zone un petit peu difficile, qu'ils sont rentrés dans cette idée de faire quelque chose en plus.
Donc ils ont fait cette consultation dont on avait été lauréat à l'époque. Et on est venu mettre en place, voilà, et là vous voyez le terrain, ce bâtiment. Et c'est vrai ce que disait Emmanuel, on a terminé ça, on a travaillé essentiellement pendant l'été. Quand en septembre les enfants, enfin les collégiens sont rentrés, ils sont arrivés, ils ont vu le bâtiment qui était presque fini, ils sont applaudis tellement ils étaient contents. Et il y a eu un travail de sape extrêmement bien orchestré par les professeurs de gymnastique qui ont refusé d'utiliser le bâtiment, ce qui est scandaleux, en expliquant que c'était pas chauffé, qu'il n'y avait pas de douche, qu'il n'y avait pas de gradin, qu'il n'y avait pas de vestiaire. Donc résultat, moi j'aurais eu 15 ans à l'époque, je crois que j'aurais été mais scandalisée. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc ils n'ont pas utilisé le bâtiment pendant plus de 6 mois. Et quand ils l'ont finalement utilisé, ils se sont amusés à utiliser les portes comme but de foot. Enfin bon, il est dans un état de délabrement très avancé, effectivement. Mais en fait, tout ça reboucle assez bien avec notre préoccupation initiale. Donc notre idée, c'était qu'il fallait sortir la pratique du sport de son académisme, en tout cas dans un lieu d'enseignement comme à Sarcelles. Et donc ce qu'on voulait, c'était revendiquer d'autres connexions entre ce que l'image du sport et le sortir en fait de l'univers pédagogique et académique. Alors c'était un peu compliqué parce que au départ ils avaient quand même un terrain qui était en pente. Enfin, il faut savoir que l'aire de jeu initial était en pente avec des marquages qui n'étaient pas aux dimensions. Et quand il a fallu nous intervenir, on nous a tout de suite dit qu'il fallait faire une salle de sport conforme en taille et qu'il fallait que le marquage ait une couleur donnée parce que c'était comme ça qu'on le pratiquait. Donc on a eu beaucoup de peine en fait à faire admettre que finalement c'était plutôt, puisqu'on n'était pas dans la pratique d'un sport de fédération, mais qu'on était dans le plaisir de pouvoir faire une pratique sportive, on a essayé de transgresser en fait ces règles pour en faire un cadre de vie dans lequel on allait pouvoir jouer au ballon, au tennis, au basket, etc. Et voilà, donc les plans qui ont été proposés. Alors, on était parti d'un constat, on avait un budget relativement limité, donc on était parti sur une charpente la plus simple possible, donc un arc en lamellé collé, et on s'est servi de cette composante de base pour la décliner sur l'ensemble des matériaux qui allaient composer le projet. Il y a une chose intéressante que l'on peut dire aussi, c'est qu'on nous a confié cette opération en 99 avec un budget en francs. Ils ont laissé tomber le permis de construire en désuétude 2 fois. Donc on a fini par un jour de dire que ça allait quand même être construit, donc on l'a redéposé une 3e fois. Et le budget n'a pas bougé d'un iota entre 99 et 2005, lorsqu'on a commencé à faire les travaux, enfin 2005-2006, lorsqu'on a réinitialisé l'opération en 2005 et lorsqu'on a fini l'opération en 2006. Ce qui veut dire qu'on avait un budget en 99 avec 4 poteaux et cette fameuse toiture en bac acier que j'évoquais à l'instant, c'est demeuré d'actualité encore plus crucialement lorsqu'il a fallu, in fine, réaliser l'opération. Donc Emmanuel évoquait la structure en lamellé collé, qui est probablement la structure la moins onéreuse possible. La réponse que l'on souhaitait mettre en place pour répondre à ce besoin de venir couvrir cette couverture, c'était un tube de lumière, de façon extrêmement simple. Donc cette succession de 8 portiques sur lesquels on est venu mettre en place une couverture en polycarbonate, dans laquelle on est venu, au moment de l'extrusion des panneaux de polycarbonate, projeter à l'intérieur des petites paillettes dorées qui nous ont permis de maîtriser la transmission lumineuse au travers de ces panneaux de polycarbonate et donner une ambiance très mordorée, très ludique à la façon à l'intérieur du faux bâtiment. Voilà. Donc déclinaison du jaune après aussi donc, au sol et sur les appareils d'éclairage, puisque c'est l'éclairage au sodium. Donc on va voir. Donc on a tout travaillé dans un univers doré, mordoré. Donc ces paillettes de l'azur, ces paillettes qu'on est venu mettre en moment d'extrusion dans le polycarbonate, on l'a fait aussi dans la lasure. Donc on a densifié la lasure avec ces paillettes dorées qui fait que la charpente est venue se fondre, une espèce de morphine comme ça entre la charpente et la couverture. Et puis on est venu fermer le bâtiment avec une double résille, une résille intérieure. Les 2 résilles
résille intérieure qui vient enchâsser, englober la porte d'entrée, et la résille extérieure qui est venue se mettre en place avec un profil en partie basse qui avait pris sa forme et qui est positionné sur 2 rotules, et on est venu pousser vers l'avant pour le mettre en forme et lui donner cette géométrie très particulière qui correspondait presque au soulèvement de cette résille pour ménager les entrées du bâtiment. Donc là, vous voyez le bâtiment, lorsqu'il commence à y avoir une inversion de quantité de lumière, je dirais, entre intérieur et extérieur, et là, on voit en translucidité la structure de la mêlée collée et les pannes qui sont dans l'œuvre. Voilà. Et là, ça renvoie à la forme qu'Emmanuel évoquait tout à l'heure, par rapport à cette idée de sortir la pratique du sport de son académisme, comment trouver des connivences avec des adolescents, comment faire un lieu qui leur soit dédié, dans lequel ils se sentent bien, dans lequel ils se sentent affectivement prêts à mettre des choses en résonance. Donc l'idée de travailler sur un graphisme, sur le détournement d'objets, de la même logique des détournements d'objets qu'ils peuvent être amenés à faire, détournement d'objets sportifs, le streetwear le sportwear qui devient du streetwear, tout un travail aussi sur le graphisme, qui est aussi un graphisme décliné de l'univers sportif. Donc là, on avait mis en scène les lunettes de Joe Star, mais c'était aussi un principe structurel qui me permet d'avoir une double courbure inverse, et donc avoir un grillage qui est extrêmement rigide. Donc il est mis en tension en 3D, et donc il acquiert comme ça une rigidité qui permet de ne pas battre au vent. Donc il devient élément structurel. Donc voilà la mise en tension. L'ambiance mordorée dans la halle. Ça, c'est les Pac-Man. Les Pac-Man qui bon, donc on a dû faire le permis a été arrêté parce qu'ils s'est aperçu que cette aire n'était pas accessible aux handicapés, donc on a dû faire une rampe handicapée qui est interminable parce qu'on monte de 6 mètres, donc elle doit faire 140 mètres de long, et donc c'est comme ça une rampe avec des Pac-Man qui viennent comme ça, ponctuer la limite de cette rampe. Voilà. Alors, on va vous parler de 17 logements à Paris pour la RVP. Donc, c'était, je crois, les premiers logements dits HQE en site dense dans Paris. Et cette opération nous a été confiée en 1999. Oui, donc c'était assez vieux. C'est un autre siècle. Et on vient de la livrer il y a 6-7 mois. Donc, à l'époque, il y avait peu de références de bâtiments HQE en site dense. On trouvait des bâtiments isolés, des bâtiments peu urbains, et surtout des bâtiments fortement expressionnistes. Et nous, ce qu'on disait, c'est que finalement, il fallait peut-être réinventer le HQE dans une problématique plus culturelle, c'est-à-dire que le HQE soit quelque chose de presque banal. Et c'est-à-dire qu'en tout cas, il y avait certainement autre chose à exprimer que simplement une technicité. Et ce qu'on voulait, c'était donc que finalement, on trouve un bâtiment, qu'on propose un bâtiment urbain, même si les caractéristiques, en tout cas la manière dont il était conçu était innovant. Alors j'en profite pour faire un constat un petit peu, peut-être avoir un regard sur ce qui s'est passé, parce que finalement c'était assez intéressant. Quand on a commencé à travailler sur ce bâtiment, le HQE était encore un système ouvert. Donc en fait on avait comme ça un certain nombre d'objectifs qu'on se fixait. Et c'était à nous de composer avec et de proposer les meilleures formulations par rapport à un certain nombre de cibles. Et ce qu'on peut regretter, c'est la façon dont a évolué le HQE, qui est devenu une pensée unique et avec des débats qui sont extrêmement fermés et avec peu finalement d'innovation possible. Donc c'est devenu quelque chose d'extrêmement encadré, qui est encadré déjà, ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire. C'est-à-dire que parler du HQE, c'est savoir manier des abréviations. Donc on parle de HQE, de NR, de THPE, de RT 2005, de BBC, Minergie, Finergie,
etc., TIC, etc. On est dans un vocabulaire de spécialistes. Et finalement, on a perdu un petit peu le sens de ce que devrait être le HQE, c'est-à-dire que de produire un cadre de vie harmonieux pour se laisser emprisonner dans une technicité. Et donc, on va donc vous présenter ce projet qui était une recherche en fait d'harmonie autour de ce que pouvait être un bâtiment bien pensé dans Paris. Alors c'était assez intéressant parce que si le bâtiment a mis très très longtemps à sortir, c'est parce qu'on avait pris un certain nombre d'options qui n'étaient pas extraordinaires mais qui ont complexifié énormément l'obtention du permis de construire. Donc on a déposé 7 permis de construire pour pouvoir avoir le droit de bâtir ce bâtiment. Et donc j'avais proposé à cette époque-là qu'on fasse une analyse critique du HQE au regard des règles urbaines. Parce qu'en fait on s'est aperçu que tous les politiques parlent de HQE maintenant, c'est le mot d'ordre officiel, mais en réalité on a des règlements d'urbanisme qui sont viscéralement anti-HQE. Donc première chose, premier constat, c'est que dans le logement social, à Paris, en tout cas, les locataires n'ont pas de voiture. Donc il faut savoir qu'à Paris, il y a plusieurs dizaines de milliers de places de logement social qui sont créées et qui ne sont pas utilisées. Mais on nous oblige à créer des places de stationnement. Et qu'il y a un parc. Donc ça coûte cher. Donc c'est un impact économique, mais c'est aussi un impact environnemental, parce qu'il faut creuser, il faut évacuer les terres, et on s'affranchit en fait, de la qualité des sols, etc. On calcule toujours la surface en périmétrie du bâtiment, donc c'est-à-dire que plus on isole, moins on est performant au niveau du rendement. Donc on a des règles de calcul de surface qui ne permettent pas en fait de favoriser la bonne isolation. Il faut savoir par exemple que si vous mettez un local poubelle à rez-de-chaussée, vous le chaunez, si vous le mettez en sous-sol, vous le déchaunez, donc vous avez une incitation à la bêtise. Que si on veut créer des locaux poussettes en étage, c'est pareil, on les chaune, donc les locaux poussettes c'est forcément un rez-de-chaussée. Qu'on ne favorise pas non plus l'éclairage des circulations communes, des parties communes, ce qui est regrettable, notamment pour la consommation d'éclairage et pour le confort en général. Donc on peut voir qu'il y a comme ça un certain nombre de dispositions très simples qui auraient pu être réévaluées, surtout qu'il y a eu ces dernières années toute une série de plus qui ont été créés. Et finalement, on parle de HQE, et quand politiquement il faut agir avec les outils urbains, on s'aperçoit qu'on est dans la permanence sur ce qui a été fait, et on en connaît les limites. Donc on avait, nous, essayé de trouver une chose qui nous semblait intéressante aussi, c'était des convergences entre différentes cibles environnementales qui nous semblaient importantes. Donc au lieu de se focaliser sur des cibles qui sont maintenant parfaitement identifiées, donc vous devez remplir les conditions pour cible par cible, on a essayé de trouver des convergences entre ce que pouvaient apporter les cibles et surtout comment on pouvait générer avec ça un meilleur habitat. Alors première chose, c'est qu'on a saturé complètement la surface pour pouvoir constructible, pour pouvoir éviter de construire à rez-de-chaussée. Parce qu'il nous semblait qu'habiter à rez-de-chaussée, directement sur la rue, ne permettait pas d'avoir des logements de bonne qualité. Deuxième chose, une fois qu'on avait libéré le rez-de-chaussée de l'emprise des logements, on a proposé qu'on fasse un jardin dans lequel on gare sa voiture et que ce ne soit plus un jardin qui soit le reliquat entre des locaux de service et puis ce qui reste d'étanchéité avec les stationnements. Et donc on a proposé que le bâtiment soit finalement posé sur la pleine terre. Alors tout ça, ça a été assez compliqué, donc on va vous montrer l'opération. Oui, un premier constat. Oui, de tout ce que vient d'évoquer Emmanuel, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est l'époque à laquelle ça s'était mis en place. Parce que c'est ce qu'on évoque aujourd'hui et très largement partagé maintenant. À l'époque, ça a été très très compliqué de faire admettre à la ville de Paris de ne pas construire en rez-de-chaussée, de ne pas faire de sous-sol. Avoir cette réflexion sur ce qu'est un petit parcellaire et l'application, la mise en application systématique de certaines règles
sur du petit parcellaire, même quand ça ne marche pas, ça a été extrêmement difficile à faire admettre. Alors, la première difficulté de l'opération par rapport à ce qu'évoquait Emmanuel, cette volonté dans cette approche des 14 cibles, puisque c'est dans cette optique-là qu'on s'est positionné au démarrage, ça a été d'essayer de trouver des connivences entre ces cibles, ou en tout cas des convergences de pensée pour arriver à dissoudre un problème d'un certain nombre de paramètres et leur donner une cohérence. Une des premières choses qu'on peut voir lorsqu'on voit cet îlot, le positionnement de la parcelle dans l'îlot est assez intéressant parce que cette parcelle s'inscrit dans un îlot triangulaire. Or, on sait que les prospects sont toujours pris perpendiculairement au plan de façade. Donc, tous les prospects qui s'appliquent à la façade, à la parcelle, sont toujours pris par rapport à la logique générale de l'îlot, et c'est extrêmement contraignant. Alors, il y a une autre chose aussi, c'est que la parcelle donne sur la rue Louis Blanc, donc plein nord, et on est à côté d'un bâtiment très amusant, parce que le bâtiment est proéminent, il sort d'environ 5 mètres sur la voirie. Donc c'est une rue un peu particulière, et nous on est juste derrière ce bâtiment, donc il y a une espèce d'effet de masque, avec un bâtiment d'habitation qui reste... en fait, la rue du Château-Landon et la rue Lafayette ont été créées sous Haussmann, donc parfaitement rectilignes. Et ça, c'est une rue beaucoup plus ancienne, avec des restes comme ça d'une urbanité où l'alignement n'était pas forcément encore la règle. Alors, une autre particularité de la parcelle, et qu'on ne voit pas, bien évidemment, sur ce plan, c'est que la rue Louis Blanc se greffe sur la rue Lafayette et donc est soumise aux mêmes règles acoustique que cette rue, qui est une rue très passante. Et donc, on a une façade qui doit répondre à des exigences de réponse acoustique à 38 dB, ce qui est très contraignant sur les options de façade que l'on peut être amené à prendre quand on est dans cette logique d'essayer de dissoudre un peu toutes ces contingences techniques dans une réflexion globale de projet. Donc là, vous voyez la parcelle et les bâtiments qui existaient à l'origine. Il semble que c'était un des squats les plus branchés de Paris. C'est ce qu'on nous a dit. Ça a été une des raisons pour lesquelles aussi ça a mis tant de temps à se réaliser, c'est que la RVP a mis de longues années à régler les problèmes des évictions, même si le bâtiment était plus ou moins insalubre et en péril. Il y avait des étés un peu dans tous les sens, mais ça a été important. Donc là, vous voyez un petit peu aussi comment on a travaillé. Quand on parle de travailler en gabarit enveloppe pour exploiter, en tout cas pour identifier toutes les potentialités d'une parcelle, aujourd'hui c'est aussi très largement partagé. Lorsqu'on a proposé à la RVP, qui avait fait une faisabilité pour sortir 13 logements sur la parcelle, lorsqu'on a proposé de libérer complètement le sol et mettre en place pardon. Bon. Qui est ? Pardon. Quand on a proposé de mettre en place cette réflexion de ces masses dégressives vers le fond de la parcelle, c'était assez... Et tout en ayant un travail aussi qui a consisté à vérifier l'impact de nos bâtiments sur les bâtiments voisins et réciproquement, c'était un travail qui n'avait pas été encore trop évalué au niveau trop testé, je dirais, au niveau de la RVP. Donc là, on voit un petit peu comment on a développé le bâtiment. En fait, ce qui était intéressant, c'est que... on s'est dit, on va sculpter la volumétrie avec les prospects d'une façon la plus neutre possible, en essayant de développer le volume capable le plus important. Et on va profiter de cette volumétrie pour pouvoir créer des logements atypiques, donc de créer des terrasses, des logements tout en longueur. Donc, ce qui fait que dans les 17 logements qu'on a produits, ils ont tous des caractéristiques singulières, parce que la géométrie n'est jamais pareille d'un niveau sur l'autre, pratiquement. En fait. Et quel est le croisement de l'inventaire que l'on a fait de toutes ces règles d'urbanisme, de ce que ça induisait au niveau des prospects, au niveau de l'impact sur les autres bâtiments. Donc ça a été un croisement entre tous ces paramètres qui est arrivé qui a défini cette volumétrie globale. Donc là, nous avons la coupe. Donc finalement, ce qu'on proposait, c'était de mettre les bâtiments sur pilotis. Donc avoir ces 17 logements, puisqu'on avait donc les surfaces nécessaires suspendues, et donc d'avoir ce jardin dans lequel on allait pouvoir garer les véhicules, mais sachant que, on le voit bien, d'ailleurs actuellement il y a 2-3 voitures, mais le reste, on s'imaginait que ça pouvait être un jardin par lequel on allait accéder dans la propriété, enfin dans la résidence, et dans lequel les enfants allaient pouvoir jouer dans un endroit protégé. Là on voit donc le travail qu'on avait fait sur le rez-de-chaussée.
Donc on voit aussi ici aussi cette volumétrie très, très particulière des poteaux. Donc les poteaux sont en préfa, avec tout le bâtiment, les préfa, avec les clavetés au plancher supérieur, au poteau supérieur. Cette volumétrie bien particulière qui rentre aussi dans cette réflexion qui consistait à dire comment être le moins prégnant possible sur la parcelle, comment être le plus attentionné vis-à-vis de ce qui était construit à côté. Donc c'était aussi un moyen de s'affranchir de la limite foncière, de venir mettre l'impact des fondations en retrait par rapport aux limites foncières et induire le moins de traumatisme possible, décompression des terres au niveau des voisins. Donc d'où cette volumétrie en W des poteaux. Donc là, on avait donc pas de logement rez-de-chaussée, un seul en pleine terre, des arbres plantés directement dans la pleine terre, un écoulement partiel en tout cas, mais naturel de l'eau. Et on avait un chantier plus propre parce que donc pas d'excavation, d'aller-venue des camions, donc pas de terrassement ou très peu de terrassement. Et surtout, on économisait 17% du prix de l'opération, car on aurait dû créer 3 niveaux de sous-sol si on avait répondu strictement à ce que nous demandait le règlement d'urbanisme de la ville. Oui, on a gagné objectivement 3 mois de chantier, donc c'est quand même non négligeable, sans compter toute la performance qui consiste à mettre en place des sous-sols avec les reprises en sous-œuvre sur des petites parcelles. Et ce qu'évoque Emmanuel, qui est très très important, ça a été cette potentialité, enfin cette possibilité qu'on a eue de reventiler les budgets, puisque ces 17% d'économie, ça nous a permis d'envisager une autre économie de projet dans la réalisation de l'opération. Donc là, vous avez les différentes typologies par niveau, avec l'imbrication des appartements. Voilà les 17 appartements qui sont pour la plupart traversants. Donc le principe de façade. En fait, au départ, on était parti sur un système métallique, donc en système poteau-poutre pour avoir des logements très facilement recomposables. En réalité, le prix de l'acier a beaucoup augmenté, donc on est revenu à une structure béton, mais le principe constructif est resté donc sur un système poteau-poutre. Donc là, on voit effectivement différentes étapes du chantier, où on voit ce principe poteau-poutre qu'évoquait Emmanuel à l'instant. Donc une coupe sur la façade principale. Donc on est plein d'or, et l'idée c'était de ramener le maximum de lumière dans les logements. Donc on avait une façade qui est en verre translucide pour la partie pleine, et on met derrière des petites briques de verre qui jouent le rôle de capteurs, un petit peu comme la fibre optique, et qui ramènent donc un supplément d'éclairage naturel dans les logements, pour tous les logements en partie nord. Donc isolation par l'extérieur, bien évidemment, et avec des ponts thermiques à tous les planchers, donc on n'était pas encore très très performant à ce niveau-là. Voilà, on voit le bâtiment terminé, avec un traitement du C+D aussi, compte tenu de cette composition en pot qui fait que le C+B vient aussi se dissoudre dans le travail de façade. On a le sentiment que la façade est continue, que les ouvertures se prolongent. Donc on voit le bâtiment en lévitation, au-dessus de ces poteaux préfa. On voit les briques de verre en translucidité, et puis le soir, il fait lanterne magique quand l'inversion, les quantités de lumière s'inversent entre intérieur-extérieur. Donc là, en contre-plongée la façade, avec un principe, donc la façade est respirante bien évidemment, puisqu'on a un principe de bardage. Donc toutes les jouées des baies vitrées qui sont venues se recadrer avec les ouvrants viennent cacher les ouïes de ventilation et sont démontables, bien évidemment, si dans quelques années ils souhaitaient, on ne sait jamais, repeindre les maçonneries en arrière-plan ou effectuer un nettoyage général de la façade. Voilà. Là, vous avez la façade sur l'arrière, où on voit ce jeu très particulier de plan de façade qui est induit par le côté triangulaire de l'îlot, qu'on en a gardé de façon très factuelle. Un hall d'entrée, un appartement. Donc là, on a fait un suivi après avec Benoît Fougerolles, photographe de l'installation en fait, des locataires.
Et donc c'est assez intéressant. Et donc vous allez voir donc, il y a des appartements qui ont été complètement transformés. D'ailleurs, il y a une visite de conformité où on est rentré dans un appartement, il y avait des locataires qui montaient des cloisons. Donc il y a le maître d'ouvrage qui se tourne vers moi pour que j'intervienne. Et puis j'ai rien dit. Et le maître d'ouvrage m'a dit mais pourquoi vous n'avez rien dit quand même, c'est votre bâtiment, vous auriez pu faire arrêter ces cloisons. Et j'ai dit mais finalement le logement c'est un espace de liberté. Nous on a proposé une forme une typologie de logement et après les gens l'adaptent un peu selon leurs souhaits, selon leurs désirs. Donc le logement est avant tout un espace de liberté. Vous allez voir la transgression que nous on s'autorise. Et je pense qu'il faut aussi l'autoriser aux occupants. Et ça, c'était en moins de 8 jours. Hein. Ouais, parce qu'en fait, on a fait le reportage tout de suite après, donc c'est arrivé extrêmement rapidement. Hein. Il y en a qui ont créé des chambres, des bureaux, ouvert la cuisine encore plus ou recloisonné la cuisine. Donc ça, c'est les mêmes appartements. Voilà, donc là, vous avez le plan du rez-de-chaussée avec toute la signalétique qui a été mise en place à ce niveau-là. Les grandes bulles sont les surfaces plantées végétalisées qui sont en fait plus importantes quand on les cumule que ce qui était demandé dans le plan d'urbanisme. Sachant que la ville de Paris nous a imposé donc, le maximum de places, donc finalement on a pu en livrer 13. Donc on est en déficit de 4 places. Voilà. Univers du rez-de-chaussée, avec le local à vélo sur la gauche. Donc une forêt de poteaux. Voilà, et des boîtes de lumière qui s'inscrivent dans un plafond miroir. Et finalement, un bâtiment assez banal, hein, puisqu'il s'inscrit comme ça dans le paysage urbain, dans la composition, d'une façon assez neutre. Tiens. Un territoire un peu flou, oui. Tu veux pas ? Donc là, je vais en profiter pour rebondir sur la critique architecturale qui a été faite dans Archiscopie, donc le journal de la Cité. Et donc il y a Thierry Mandoul qui s'interrogeait sur la façon dont le bâtiment, sur l'hermétisme du bâtiment, et il se demandait de qui devait se protéger le bâtiment. En disant finalement pourquoi ce bâtiment n'était pas ouvert, vitré, avec des grandes fenêtres sur le paysage, comme un bâtiment doit l'être. Alors vous allez voir, c'est un bâtiment, au contraire, qui est un bâtiment introverti, qui est un bâtiment sourd. Et pour bien comprendre ce bâtiment, bon, d'abord, il faut voir le site. Hein, donc on est à proximité d'une liaison entre Rungis et l'A86, d'une voie ferrée au sud, de l'A86 au nord, de hangars industriels. Donc l'aire du centre-bus, c'est tout ça. Voilà. Et le bâtiment va être ici. Donc on est dans un territoire sauvage et incertain, de forte insécurité, en tout cas pour les architectes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on est là et on se demande comment on va pouvoir intervenir, parce qu'il n'y a pas grand-chose auquel on puisse se rattacher. Et on se demande comment on va pouvoir intervenir avec dignité et comment on va pouvoir apporter un supplément d'âme dans un univers qui est quand même extrêmement brut. Alors j'étais très impressionné par cette photo parce que quand on a commencé à travailler, on n'avait pas cette photo. Et quand on la voit sur Google, on a l'impression que le site finalement est assez bien organisé. Alors qu'en réalité, quand on est au niveau du sol, c'est un chaos terrible. Et qu'on est dans des espèces de franges industrielles avec des petites lisières plantées. Donc tout ça est assez discontinu. Et ce qui ne se voit pas non plus sur la photo, c'est des différences de plateforme, de niveau, que l'on retrouve à l'intérieur du site par rapport à la rue. Et c'est très contraignant aussi. Alors c'est un projet très singulier parce qu'au départ on a gagné sur un bâtiment de bureau. Donc on a commencé à travailler sur un bâtiment de bureau. Quand on l'a présenté, on nous a dit non, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on l'a présenté au centre, hein, parce qu'on a travaillé directement avec les gens du centre. Et ils ont commencé à nous dire qu'eux, ils avaient besoin d'un bâtiment où les fonctions du bâtiment étaient toutes mises en relation.
Pourquoi? Parce que finalement, c'est beaucoup plus proche d'une tour de contrôle que d'un bâtiment de bureau. En fait, c'est à partir de ce bâtiment que va être gérée la logistique des bus sur la partie sud de Paris. Donc à la fois le suivi en direct de ce qui se passe dans les bus, donc incidents, parcours, etc. Toute la logistique, parce que tous les bus rentrent le soir, il y en a 320 je crois, ils sont tous les uns derrière les autres, donc il faut les organiser pour que le lendemain ils puissent partir dans le bon sens. Et puis c'est un bâtiment de flux. Donc pour bien comprendre aussi ce bâtiment, pourquoi ce bâtiment est assez introverti, c'est parce que il faut y aller à 5h du matin, quand les chauffeurs de bus commencent à l'embauche, et qui vont donc, ils arrivent avec leur voiture, hein, puisque c'est eux qui conduisent le bus, il n'y a pas de bus. Et ils vont traverser le bâtiment, prendre leur feuille de route et commencer donc à discuter entre collègues. Et donc il y a toute une vie comme ça qui se crée dans ce bâtiment avant de prendre son véhicule. Et c'est l'idée qu'on se faisait, c'était que finalement on était un peu dans une abstraction, en tout cas pour un moment, de la réalité qui était donc cet environnement et puis la prise de possession des bus pour les chauffeurs. Oui, ce qu'évoque Emmanuel est très important parce qu'il est croisé aussi avec le fait que sur ce site, je dirais que le site est lui-même toujours en mouvement. Il est caractérisé par plein de bâtiments qui sont des années 60, 70, 80, 90. Bâtiments qui sont toujours en recomposition, redéfinition d'usage. Donc ils sont toujours en train d'intervenir sur ces bâtiments. Et vous avez un site à la fois très hétéroclite, très marqué par des époques, par des bâtiments qui sont résolument des bâtiments. Et il y a cette confrontation de bâtis de différentes époques qui est assez chaotique qu'on retrouve là. Donc nous, en abordant ce programme, il nous semblait important de ne pas venir rajouter un nouveau bâtiment, un bâtiment avec une nouvelle écriture, qui serait une écriture des années, au mieux 90, au pire 2000, 2010, j'en sais rien. Et comment essayer de travailler sur ce territoire très flou, tout en ayant un sens à ce qu'on allait mettre en place. Il nous a semblé qu'il valait mieux repartir sur ce qui caractérisait ce site, c'est-à-dire sa minéralité. Une minéralité d'ailleurs totalement déqualifiée, puisque le site, à part 3-4 arbres qui ont été volontairement plantés, pour le reste, vous trouvez des combinaisons d'asphalte, d'enrobé, de béton, lui-même toujours chahuté, ayant été retravaillé, ayant fait l'objet de multiples retransformations et avec des plateformes différentes. Donc on a abordé ça en résumant, je dirais, le centre de bus. On est dans un territoire de plateforme. Donc on s'est saisi de la plateforme pour commencer la base de notre réflexion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alignement. On est à la fois dans un lieu qui était trop petit pour qu'on puisse avoir un objet autonome et trop dense et pas assez dense pour qu'on puisse se raccrocher à quoi que ce soit. Donc voilà, donc on a préféré travailler donc sur cette dalle, sur ces plateformes, et venir emboutir par en dessous la plateforme pour créer une volumétrie. Alors en fait, c'était un jeu qui s'est passé en 2 temps. Dans un premier temps, donc on a travaillé pendant 4 mois avec 3-4 mois avec le centre de bus, avec les représentants du personnel, les syndicats, le directeur, les différents services. Et on leur a proposé des plans. Donc toutes les semaines, on leur reproposait de nouveaux plans. Et ce qui a donné un plan extrêmement singulier, puisqu'il n'y a pas de tram. C'est des agglomérations de fonctions qui sont mises en relation les unes avec les autres. Et on a fait un bâtiment extrêmement compact, un bâtiment carré, puisqu'il fallait retrouver le maximum de mise en relation, donc la plus grande compacité possible pour que le fonctionnement marche à peu près. Oui, on est dans la concertation hyper participative. Voilà, donc voilà le plan qui a ni queue ni tête en finale et qu'on aime beaucoup. Alors il a néanmoins sur une base carrée, qui est une expression de compacité. Donc il y a ce qui le caractérise quand même, c'est on a ce qu'on appelle la rue, c'est un long couloir qui le traverse. Donc c'est
c'est un lieu de circulation par lequel accèdent les chauffeurs de bus le matin. Et ils vont donc traverser ce bâtiment. Et de part et d'autre, ils ont tous les services dont ils ont besoin. Donc congé maladie, feuille de route, etc. etc. Cafétéria. Oui, c'est un tout petit bâtiment, il y a pourtant 5 entrées au bâtiment, donc c'est vraiment un bâtiment de flux. Donc la rue principale qu'évoquait Emmanuel, où vous retrouvez toutes ces fonctionnalités, qui va de la cafétéria, la salle de détente, réserve, puisqu'il y a toujours des gens qui viennent doubler les équipes au cas où il y aurait un problème, les feuilles de route, le pôle ressources humaines et ressources sociales, qui est quand même super important, et c'est assez emblématique de la façon dont ils travaillent dans l'opération. Et ici, vous avez, avec des gestions d'accès dans tous les sens, et ici, vous avez une autre rue encore, plus une dérivation ici. Donc, il y a 5 entrées au bâtiment. Et ce plan que vous voyez là est un plan qu'on a arrêté à un moment, qui est le plan du marché, mais ils ont continué leur réflexion depuis lors. C'est-à-dire qu'on a continué à bouger, à rajouter des cloisons pendant toute la durée du chantier. Et depuis qu'on a réceptionné le chantier en juillet, ils continuent. C'est-à-dire que si vous y allez, vous n'aurez encore pas cette configuration de plan. Ils sont toujours en train de... Mais en fait, d'ailleurs, ces 4 mois d'études, on avait une stratégie, c'est-à-dire que nous, en parallèle, on développait, on essayait de contrôler à peu près ce qui était en train de se faire et en parallèle, on travaillait, nous, sur la définition de ce que pouvait être le bâtiment. Et donc, quand on a eu fini, ils ont approuvé le plan, on a collé un AP dessus et on a eu donc ce défoncé qu'on est venu après découper au scalpel pour ouvrir des larges baies. Alors, quand on leur a montré le projet, ils ont dit, mais c'est pas du tout ça qu'on veut. Alors on leur a dit, mais finalement, le plan, vous l'avez approuvé. Ils ont dit, oui, mais c'est l'image qui ne nous convient pas. Et à ce moment-là, bon, on a réfléchi avec le directeur du centre bus qui lui aimait bien la démarche, au moyen de faire une dernière concertation. Et donc, on a, plutôt que faire des maquettes ou des perces, on a fait un petit film qu'on a présenté donc, aux 800 chauffeurs de bus. Et donc, les chauffeurs de bus ont parlé des voitures qu'il y avait dans le film, du scénario, mais ils n'ont plus jamais parlé du bâtiment. Finalement, le bâtiment était devenu quelque chose de banal. Et donc, le bâtiment n'était plus l'enjeu. Et on nous a laissé construire ces bâtiments. Oui, c'est ça, on nous a laissé construire ce bâtiment. Et en fait, oui, la Pau est venue comme un mapping de ce programme qui est en mutation et en perpétuel mouvement. D'ailleurs, les ouvertures que vous voyez là ont bougé de multiples fois. Donc il y a une trame de la Pau et qui vient croiser la trame des ouvertures, si on peut appeler ça une trame, en tout cas les ouvertures qu'on est venu mettre en place au scalpel pour faire entrer la lumière dans le bâtiment. Alors la couleur aussi est une... Alors sur la Pau et la nature de la Pau, en fait, quand on a dit que nous semblait intéressant de résumer le centre du bus à ce qu'il était, c'est-à-dire un immense parking, une minéralité, et venir prolonger cette minéralité et englober ce programme de pseudo-bureaux avec cette minéralité, il nous a paru intéressant d'aller chercher un matériau. Donc, je dirais qu'il y a eu une convergence, une synchronie entre le moment où les bétons de fibre, le ductal, fait par Lafarge, a commencé à véritablement émerger, les avis techniques étaient en place, et le moment où ce projet est sorti. Et donc ça nous a semblé particulièrement intéressant de venir chercher ce matériau, ce béton à ultra haute performance, ce béton qui est un absolu du béton, en performance, en attention, en potentialité, pour venir napper ce bâtiment et donner une attention particulière dans ce site particulièrement déqualifié au bâtiment. Donc le ductal prolonge le tarmac lorsqu'on a des parties en enrobé et va venir se raccorder au béton existant en se déformant et en venant napper d'une façon très précise et très rigoureuse tout le bâtiment, que ce soit les terrasses, en retournant aux sous-faces, et aussi la volonté de venir rendre ce bâtiment complètement identifié au site en ayant toutes ces parties arrondies qui viennent un peu brouiller la perception des plans, entre les plans horizontaux, les plans verticaux, et qui vient se perdre dans le ciel. Voilà. Donc, on a retrouvé une écriture de bâtiment qui est parfaitement en continuité avec l'esprit du site, la minéralité du site, le matériau qui a été choisi. Avec des verres réfléchissants, comme les bâtiments de bureaux qui sont autour. Donc, on a retrouvé la poétique du verre coloré, verre collé.
Donc c'était un clin d'œil à ce qui se fait aux alentours, qu'on a réinterprété dans des coupes comme ça très très incisives. Voilà, donc c'est un bunker, c'est un sous-marin russe dans les eaux de Mourmansk, comme ça, à Florent. C'est aussi une référence à James White, donc à Sight, qui a marqué mes études d'architecture en tout cas. Là, on voit, parce qu'il est juste factuel, c'est-à-dire qu'à un moment, cette peau sur laquelle on va marcher, on va rouler, puisque les bus roulent dessus. Le problème de l'antiglissance, de la non-glissance se posant, on a imaginé de mettre en place un relief sur cette peau. Donc on en voit déjà le détail ici. On va tourner autour du bâtiment. On voit le trottoir sur lequel on circule et on peut rouler. Voilà. On tourne autour du bâtiment. Avec toujours ces échancrures, cette très très grande précision qui a été rendue possible par l'utilisation de cette peau en béton, qui fait 3 cm d'épaisseur, ce qui est assez vertigineux, et qui se prolonge au niveau de la toiture, visuellement en tout cas en intention, puisqu'on a mis des petites baguettes de ductal qui sont incrustées dans les couvertines des murs rideaux. Donc on a vraiment le sentiment que cette peau se prolonge sur l'ensemble de la toiture. C'est une des entrées du bâtiment. Voilà, on voit le travail de précision et de rigueur qui a pu être mis en place via ce matériau. Travail sur les angles. Donc on a fait de multiples simulations sur la trame de picot que l'on souhaitait présenter. Là qu'on voit les raccordements de panneaux de ductal sur les panneaux de ductal, donc qui se font à coupe d'onglet avec d'oiseaux. En partie basse, hein, qu'on a en augmentation de surface. Il y a tout un recalibrage des points qui a été opéré pour qu'on ait une parfaite continuité dans tous les sens. Voilà. Et les fameux verres colorés qu'évoquait Emmanuel à l'instant, qui sont réalisés avec des vitrages feuilletés dans lesquels on est venu mettre des films de couleurs et avec lesquels se superpose une argenture de points miroirs qui se décline d'ailleurs de la trame des picots de ductal. Voilà. Tout le bâtiment a été conçu sur un pas de 12 mm. D'ailleurs, on a fait le chantier en 2 temps. On a fait tout le travail sur la peau, et lorsqu'on a eu terminé le travail sur la peau, tout le béton s'est effacé pour venir parfaitement s'adapter à cette rigueur monomaniaque qui avait été mise en place pour la peau. Donc la peau, c'est du béton et du verre. Donc voilà, encore un exemple des effets de vitrage. Alors, ce qui est assez intéressant, quand on dit que c'est un bâtiment de flux, c'est un centre qui n'est que des flux, qui gère des flux, c'est un bâtiment de flux, c'est 800 conducteurs de bus qui passent tous les jours dans 2000 m², c'est un point très important. Tous les services qui sont là sont multiples et variés, ça va de la sécurité générale des bus à la sécurité du centre, la maintenance, l'administratif, les chauffeurs de bus, il y a de multiples organes de fonctionnement du centre qui sont là. Et dans chacune de ces alvéoles qui a été réalisée pour faire ces terrasses, il y a, du fait de cette argenture qui a été mise en place, le reflet de ce qui se passe partout alentour. Donc vous êtes toujours connecté au centre et au paysage éloigné depuis les bureaux. Voilà, ça c'est une vue sur la rue intérieure avec le patio. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les ambiances du bâtiment ont été décidées avec le centre du bus, le directeur du centre de bus, qui ne voulait absolument pas que l'on soit dans une logique qui réponde à ce qu'on demande en termes du bureau habituellement, puisqu'ils passent leur temps à enlever les fluos dans les appareils d'éclairage. Donc on a fait des études très particulières pour répondre à leurs demandes. Sur chaque bureau, il y a eu des simulations d'éclairage pour répondre à cette chromatique. Voilà, on a mis des revêtements de muraux aussi avec une couleur spécifique et la couleur du ductal. Donc on a les mêmes ambiances qui se retournent à l'intérieur avec une interface. Voilà, ça c'est le poste de contrôle qu'on a dessiné aussi. Voilà. Donc, Lyon Confluence, donc c'est un nouveau quartier de Lyon, un bâtiment que l'on va démarrer en chantier dans les semaines qui viennent. C'est la mise en scène de la mixité. Donc il y avait deux grosses attentes sur ce programme. D'une part, la mixité de programme, et d'autre part, c'est un projet concerto, donc c'était un projet pilote en matière de recherche sur la qualité environnementale.
Alors la mixité, ça a commencé par la mixité des concepteurs, puisqu'on était 5 architectes. Donc il y a Eric Van Egerhardt, on peut tracer ici, oui on peut. Donc CDM, Manuel Gautran, Pierre Gauthier et MVRDB. Donc on a travaillé tous ensemble et on est arrivé à la conclusion qu'au départ donc, il y avait 5 bâtiments à faire sur une parcelle. Et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait faire un bâtiment avec 5 architectes. Donc c'est un espèce de cadavreski avec des formes architecturales qui sont cohérentes entre elles et qui s'imbriquent. En fait, on est passé d'une succession d'objets à une composition. Et la réflexion, c'était de savoir en fait qu'est-ce qu'on devait mettre en commun, qu'est-ce qui relevait des principes généraux qui nous appartenaient à tous, ou qu'est-ce qui revenait du singulier, de l'autonomie de chacune des équipes. Donc ça, c'était pour la partie concepteur. Il y a la partie aussi programme. Donc là, on voit qu'il y a une multiplicité de programmes. Donc on a en rose les bureaux. Donc les bureaux sont là pour... ils protègent en fait tous les lieux résidentiels. Ils sont le long de la voie ferrée. Et un espace intérieur, et puis toute la partie habitat, avec de l'accession et du logement social. Donc du logement social du PLI, Habitat Humanisme qui font de la réinsertion, résidence handicapée pour le Parc du Rhône, du PLI pour un autre office d'HLM, et Habitat Humanisme, en fait, on le retrouve à 5 endroits différents, puisqu'on a cherché à l'éclater pour mixer encore plus l'imbrication en fait, d'une population fragile dans cette opération. Donc plutôt que la concentrer, on a essayé de la répartir, et ça s'est fait donc en concertation avec donc les bailleurs sociaux. Donc c'est une opération qui est extrêmement singulière parce que finalement les différents programmes ne répondent pas exactement aux limites de chacune des interventions. Tout est extrêmement imbriqué et on s'est retrouvé donc à mixer entre nous aussi les différentes études et les différents travaux. C'est un travail sur lequel on a pris beaucoup de plaisir à travailler. Ça a été extrêmement intéressant donc, comme ça, aussi de mixer les approches entre les différents intervenants et les différentes équipes. Donc là, c'est la situation du terrain. Donc on est sur la presqu'île, en fait, au sud de Lyon. C'est un territoire plutôt magnifique qui a été coupé en fait par cette voie ferrée, donc qui a été longtemps un territoire industriel et que maintenant la ville de Lyon se réapproprie et développe pour en créer un nouveau quartier avec porteur des valeurs en fait, de notre époque en termes de qualité environnementale en tout cas. Donc voilà les découpages des différents architectes, les différentes coupes. Donc après, donc on a créé des jeux entre nous et donc on s'autorisait, on avait tous droit à un matériau, une couleur et un type de baie. Donc on avait réduit le vocabulaire à minima, sachant que ce qu'on voulait, c'était créer une très grande homogénéité dans la cohérence et très grande homogénéité et cohérence pour l'ensemble et qu'on lit ça comme une unité un peu comme ce qu'on peut voir dans la ville historique. Moi j'ai toujours comme exemple la rue de Rivoli qui me semble extrêmement intéressante dans cette manière où elle orchestre des architectures qui passent de l'une à l'autre sans qu'on en perçoive exactement les limites. Donc là, c'était de trouver une très grande homogénéité dans les architectures. Donc on s'est contraint énormément et on a mis énormément de choses en commun. Donc à commencer par le système constructif. Donc on va peut-être passer, je crois que c'est après. Oui, il y a une chose qu'il faut dire, c'est un bâtiment. Ça a vraiment été conçu comme un seul et un même bâtiment et c'est pour ça qu'il a l'appellation du monolithe. Donc il y a une mutualisation de la structure. Ouais, donc là, voilà, donc, on a le système constructif, donc une trame de 5,40 mètres, donc qu'on retrouve en plan en coupe évidemment. Et donc on s'est imposé à nous tous. Donc déjà c'était un principe extrêmement rigoureux. Donc ça fait l'objet de débats entre les différents architectes qui ont été extrêmement intéressants, mais toujours très très constructifs. C'est-à-dire qu'on essaie d'évaluer un petit peu quel était... on essaie d'évaluer jusqu'où on pouvait aller
pour garder aussi cette idée de composition in fine. Donc savoir quel était le registre ultime sur lequel de la mise en commun de ces valeurs. Donc toujours les plans coupe. Avec les porosités qui ont été mises en place dans ce monolithe par rapport à la ville. Voilà, donc ce monolithe, donc ces bâtiments extrêmement compacts. Donc cette idée de compacité, elle est très intéressante puisque elle est très cohérente en tout cas avec l'idée que je me fais de la qualité environnementale. C'est qu'un bâtiment performant au niveau énergétique doit être un des principes en tout cas c'est sa compacité. Sachant qu'on est sur un programme pilote qui, maintenant c'est des exigences qu'on retrouve de façon plus commune, mais à l'époque c'était extrêmement contraignant. Donc on a une chaufferie bois, on est limité à 50 kW mètre carré annuel, ce qui est assez faible. 80% de l'électricité des parties communes devait être produite sur le site. Et on devait garantir une thermique d'été, donc des températures maximales dans les logements et dans les bureaux, avec un recours au rafraîchissement partiel uniquement dans les bureaux. Donc quand on a commencé à travailler dessus il y a 3-4 ans, c'était vraiment des programmes pilotes, donc c'était extrêmement intéressant. Et là encore, on a travaillé sur le développement donc, de ces qualités, tout en faisant un bâtiment extrêmement urbain. Donc voilà l'assemblage des façades. Donc chacun son écriture, son matériau. Donc quand même malgré toutes ces limites, ces contraintes que nous nous sommes fixées, une très grande diversité dans l'écriture de chacun des projets, des éléments constituant le projet. Et notre partie. On va parler plus de nous. Ouais. Donc une seule et même façade. Oui, une des problématiques du projet, sachant que pour notre partie, mais ça c'est décliné pour chacun des architectes, c'est qu'effectivement on a une partie logement et en vis-à-vis une partie bureau. Donc il y avait un certain nombre de paramètres spécifiques à chacun des programmes qu'il convenait de résoudre dans une proposition de façade qui permettent d'être communiquées, partagées avec les autres architectes pour réfléchir à ce que pouvait être chacune de nos séquences dans la logique d'un bâtiment. Donc nous avons travaillé pour la partie qui nous concernait à la définition d'une façade. Alors c'est vrai que dans la problématique d'intégrer aujourd'hui une isolation par l'extérieur, se pose la question de savoir quel devenir, quel futur on offre à nos villes si on n'arrive pas à réfléchir sur ce qu'est la peau aujourd'hui, sur ce que sont des façades, comment une façade vient intégrer ces problématiques d'isolation par l'extérieur. Donc nous avons développé une façade en béton préfa, une peau... On a proposé le même traitement aussi de façade pour la partie résidentielle et la partie bureau. Donc c'était une espèce d'ambiguïté qu'on cherchait à mettre en scène, sachant que les beaux bureaux, c'est parfois les anciens logements. Les anciens logements font parfois des très très bons bureaux. Donc on cherchait à créer comme ça cette espèce d'ambiguïté entre bureau et logement. L'autre chose qui nous posait beaucoup de problèmes aussi, c'est que dans le logement, il y a toujours une façade principale et une façade secondaire. Donc il y a la façade des séjours et la façade avec chambre, cuisine, etc. Donc on a cherché à avoir le même registre pour garder toute une tenue, une qualité sur la cour intérieure. Donc on a fait un travail important pour arriver comme ça à homogénéiser fortement l'ensemble des traitements sur une seule et même écriture. Donc on a défini des dénominateurs communs sur des scénarios qu'on a imaginés pour chacun des programmes pour arriver à trouver cette trame convergente à notre opération. Donc ça c'est notre mixité interne. Je crois que ça s'est même complexifié encore. Donc on a du bureau, du commerce, habitat humanisme, un foyer d'accès pour handicapés mentaux, du logement d'accession et du logement PLI. Donc tout ça travaille ensemble avec des parties qui sont liaisonnées et puis d'autres parties qui ne sont pas liaisonnées. Donc c'est assez complexe. Finalement, le bâtiment peut paraître extrêmement simple comme ça, vu de l'extérieur, mais en réalité c'est extrêmement compliqué dans les circulations intérieures.
bien que ça ne soit absolument pas lisible. Mais il fallait donc, il y a des programmes qui demandent plus d'autonomie. Je pense notamment au foyer pour handicapés mentaux qui avaient besoin qui sont d'ailleurs dans un classement de logements para-hospitaliers, donc qui répondent à d'autres dispositions. Donc il y a certains logements qui avaient besoin de plus d'autonomie, mais c'est quand même une mise en relation très forte de programmes très complémentaires. Et c'est une idée très, très intéressante, que j'ai trouvé très intéressante de faire la ville, très actuelle. Donc là, on va monter sur les différents niveaux, donc commerce, on va passer rapidement parce que c'est différents programmes. Là maintenant, ils sont assemblés. Et donc, voilà, un peu comme des Tetris. Donc ça donne le PLI, foyer hébergement, habitat humanisme, donc l'assemblage. Donc il fallait que les logements soient traversants, donc pour répondre à des problématiques de thermique d'été. Alors on est sur une barre extrêmement, enfin on est sur une barre assez épaisse, on a donc une trame de 5,40 m par 16 mètres de profondeur. Donc là aussi il y avait un challenge, c'était assez compliqué. Comment faire un maximum de logements traversants sans démultiplier les circulations verticales. Je crois qu'en réalité on en a moins que ça, mais c'était quand même assez ambitieux. Alors le principe de la façade, finalement le vitrage est très, très déperditif à sa périmétrie, donc on a essayé de faire peu de fenêtres, mais des grandes fenêtres. Et que, encore une fois, on échappe un peu à cette fatalité de la dimension de la fenêtre qui est d'une taille de 1,50 m par 1 m, enfin les tailles qu'on connaît. On a voulu les démultiplier pour qu'à l'intérieur de chaque pièce, les fenêtres soient ou toute hauteur ou toute largeur. Et après, on a commencé à faire un assemblage en quinconce pour répondre à des problèmes de sécurité incendie. Voilà, donc on a créé comme ça un jeu d'alternance, d'horizontalité et de verticalité. Qui est aussi dans la logique de cette définition de grille ou redéfinition de grille qui induisent des programmes répétitifs, un petit peu à l'instar d'Argenteuil, qui a un peu un brouillage de tous ces impacts structurels qui correspondent à la fois aux dalles et aux refends. Ce sont des assemblages de préfats, d'éléments préfats. Là, c'est intéressant, c'est exactement la même façade, et on s'est aperçu qu'il y avait une très très grande richesse. Il suffit de jouer sur quelques paramètres, et il y a des possibilités absolument incroyables. Donc on en a fait des dizaines et des dizaines d'essais, et la façade vrille, tombe, monte, etc. en fonction des couleurs, de l'impact. Donc on a un registre, un potentiel extrêmement intéressant. Donc là, on avait commencé à travailler sur des fenêtres sans garde-corps. Donc c'est des fenêtres qui faisaient elles-mêmes garde-corps. Donc il y a des systèmes d'autoblocage. Donc quand on ouvrait la fenêtre, on avait les garde-corps intérieurs. Donc l'idée était d'avoir des échancrures les plus larges possibles. Bon, bien que les études aient été faites et que ça fonctionne, pour les problèmes de budget, c'est une solution qui ne sera sans doute pas retenue. Ça a été inventorié. Donc on est resté quelque chose de plus, voilà. quelque chose de plus simple. Donc voilà la façade du permis de construire, enfin, en tout cas pour ce qui est de notre partie. Et on travaille toujours sur la texture. Alors on avait commencé à travailler sur un principe de panneaux préfa, de type préfa lourde. Et dans cette logique de peau avec laquelle on aimerait bien travailler, on a fait une transposition en voyant ce que pouvait donner ce type de façade avec du ductal. Et donc ça nous paraissait particulièrement intéressant parce que, compte tenu de la géométrie de la façade, on pouvait envisager, en 3 ans divers paramètres, de travailler sur deux éléments en un seul élément. C'est-à-dire qu'on peut sans difficulté imaginer de travailler sur des panneaux qui font 5,80 m d'un seul tenant. Donc on imagine tout de suite ce que ça peut apporter en qualité d'exécution, en réduction de problématiques d'étanchéité, de problématiques de raccordement. Donc c'est une option sur laquelle on est en train de travailler, enfin on travaille actuellement très sérieusement. Ça permet effectivement d'avoir pas mal... Plus, ce sont des préoccupations qui sont assez intéressantes puisque on évoque un travail sur la matière, sur une réflexion sur la ressource aussi, qui est non négligeable, puisque on travaille avec des bétons ultra performants, on est dans des logiques d'amincissement des façades, donc ça a une répercussion tout de suite bien évidemment sur les fondations.
Les systèmes de mise en œuvre sont bien évidemment plus faciles à maîtriser. Donc on est dans cette réflexion aujourd'hui. Voilà, donc calpinage de la façade. Travail sur le relief. Donc le principe d'ouvrant qu'évoquait Emmanuel tout à l'heure quand on avait des fenêtres toute hauteur. En fait, on a une façade en béton qui est une façade rideau en béton. Donc là, c'était une étude assez intéressante où, pour la pérennité du bâtiment, puis aussi parce qu'on s'était fixé donc, un certain nombre de matériaux, donc nous on se retrouvait avec le béton, il fallait le mettre en œuvre tout en ayant une isolation par l'extérieur. Donc ce qui était un peu compliqué. Et donc ce qu'on a proposé, c'est de suspendre en fait par un système de bracons en fait, les panneaux béton à 15 cm de distance du bâtiment et d'avoir un matelas de produits isolants, une isolation continue qui passe devant les dalles. Voilà, donc c'est les principes schématiques en fait, de cette accroche de façade. Voilà, un des éléments, avec une proposition de relief, de façade, l'assemblage de toutes les différentes opérations des architectes, coupe de principe, voilà, perspective, avec une déclinaison sur une réflexion sur les menuiseries, mise en cohérence avec les stores. Voilà. Donc on va terminer avec ce projet. C'est un bâtiment, un petit musée qu'on vient de livrer à Strasbourg. C'est le centre d'illustration Tom Ingerer. Donc c'est la réhabilitation de la Villa Greiner. C'est donc un bâtiment de 900 mètres carrés, datant de la fin du 19e siècle, donc construit sous l'occupation, enfin, à la période allemande de la ville. Et le Tom Ingerer donc, a livré son fonds à la ville de Strasbourg, avec à charge pour la ville de faire un musée. Donc c'est une histoire qui était un peu compliquée parce qu'il n'y a pas de musée de France théoriquement d'artistes de son vivant. Et donc c'était une exception. Et donc ça a pris un peu de temps pour définir un petit peu ce que pouvait être ce musée de France. Donc on a été lauréat de la consultation et on a travaillé donc sur ce... Oui, et ce qu'il faut dire que quand ils ont lancé leur consultation, le musée s'appelle Centre de l'illustration, pour la raison qu'évoquait Emmanuel. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout un musée de France, c'était Strasbourg qui faisait un lieu, qu'il appelait Centre de l'illustration pour essayer de voir comment on pouvait intégrer Tom Ingerer dans une logique de musée. Mais l'idée, c'est Strasbourg qui a porté ce projet depuis le début avec son directeur des musées de Strasbourg de l'époque, qui était Fabrice Ergotte. Donc l'idée qu'on se faisait d'une intervention, c'était finalement d'être complètement au service de l'œuvre. Donc on voyait notre travail, un travail de soumission, d'asservissement, c'est-à-dire qu'on devait comment disparaître pour laisser les œuvres en avant et laisser comme phénomène émergent, enfin comme la partie émergente devait être donc les œuvres. Et on trouvait dans cette position comme ça de cette soumission une position finalement assez radicale qui nous a permis comme ça de trouver une esthétique très, très générale qui permettait en fait, d'englober toute la démarche et de résoudre chacun des problèmes, chacun des détails au service d'un parti général extrêmement simple et finalement assez puissant par sa radicalité. Donc ça a été un débat assez compliqué avec l'architecte des bâtiments de France notamment sur la manière dont la manière dont on pouvait intervenir. Donc, finalement dans une certaine neutralité et parce que aussi ça présentait pour nous un certain nombre de valeurs, on est parti du blanc. Donc on a saturé complètement le musée de blanc avec toute une réflexion aussi sur ce que ça induisait, d'une part sur la scénographie et d'autre part lié à ça sur l'éclairage et la lumière. Donc on voulait avoir ce qu'on a proposé, c'est d'avoir un éclairage extrêmement diffus et que l'éclairage vienne de partout et qu'on n'en saisisse pas la source. En fait, ce qu'on ne voulait pas, c'est que dans ces musées, et qu'on perçoive les appareils d'éclairage, bien qu'ils existent quand même, et surtout, on voulait qu'à aucun moment, on puisse être ébloui parce qu'on a tourné le regard et qu'on se retrouve avec un projecteur dans le regard. Donc là, c'était des discussions aussi assez compliquées, assez intéressantes,
sur ce que pouvait être l'éclairage. Donc on est parti sur cette idée que l'éclairage devait saturer complètement l'illustration, enfin, c'est la présentation des œuvres, tout en respectant un cahier des charges extrêmement contraignant, pour la conservation des œuvres, il faut qu'on ait moins de 50 lux sur le papier. 50 lux, c'est extrêmement faible. Hein, c'est À peine une bougie. C'est une bougie, quoi, un peu plus qu'une bougie. Et donc on est comme ça dans un blanc extrêmement diffus, et les limites du bâtiment disparaissent, et on voit simplement les œuvres flotter et les gens se balader. Donc là, on voit le plan, quartier allemand. Le quartier, oui. Moi, je vais essayer de retrouver ma... Je suis perdue. Là, j'ai mon bâtiment qui est... Je le vois pas. Non plus. Je le vois plus. Si, il est là. Ouais. Il est là, pardon. Voilà, ça c'est le site du centre de l'illustration, qui est caractérisé par la Villa Griner qu'Emmanuel vient d'évoquer à l'instant, et qui a un petit pavillon de gardien à l'entrée, que l'on voit un petit peu mieux sur ce plan-là, en rose. Donc vous voyez la Villa Griner, le vin de Marseille, et vous avez ce petit pavillon de gardien. Donc, le jeu, en plus, était assez intéressant parce qu'on nous avait interdit, mais enfin, c'était pas une interdiction formelle, mais en fait, on n'a pas rencontré Tommy Ungerer pendant toute la période de conception et de réalisation du musée. Donc, on a rencontré Tommy Ungerer 2 mois avant la livraison du musée. Donc, il y avait aussi une idée comme ça de cette personne-là qui allait donc faire vivre ce musée, une idée fantasmée en fait de ce que pouvait être l'artiste. Alors, une des problématiques très importantes de travailler, enfin, qui est liée au travail qu'on pouvait être amené à faire sur ce site, c'est que le bâtiment a bien évidemment été inscrit et qu'il y avait le problème d'amener les handicapés à accéder au musée sans pour autant toucher à quoi que ce soit sur l'existant. Donc ça a été... c'est toujours le type de péréquation qu'on est supposé résoudre. Surtout, on voulait pas qu'il y ait une espèce de prothèse sur un côté avec un ascenseur. Donc on voulait que tout le monde accède au musée par le même cheminement, ce qui nous semblait assez normal. Et donc on a proposé, c'est une espèce de rampe là, qui vient de circuler et qui permet de monter environ 1,50 m entre le terrain naturel et le musée. Donc on s'est servi du pavillon d'accueil que vous voyez là, évidemment, que vous voyez ici, pour mettre en place une réflexion sur les niveaux. Donc on a pu néanmoins négocier le fait que le niveau du rez-de-chaussée, le niveau du pavillon d'accueil pouvait être revu et pouvait être décaissé, ramené au niveau de la rue. Et à partir de là, on a mis en place ce parcours dans le jardin qui était aussi une façon de voir le jardin, de visiter le jardin, et qui est en pente très très douce, on a appelé ça le tapis volant, puisqu'on a réalisé ça en ductal, permettait de passer du niveau de la rue au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment, qui était bien évidemment un niveau en même temps, surélevé. L'idée qu'on se faisait de l'accès au musée, c'était pas forcément, le chemin le plus court n'était pas forcément le plus intéressant. Donc l'idée comme ça qu'il y ait des méandres et qu'on prenne son temps pour y accéder faisait partie aussi du parcours muséographique. Bien entendu, de façon extrêmement simple, tout le végétal est blanc, donc c'est des fleurs blanches qui doivent donc éclore à différentes saisons. Donc on est de façon générale, y compris sur le végétal, dans une thématique du blanc. Donc voilà les manières dont ont été aménagées l'intérieur. Donc un escalier qui a été créé, donc l'escalier qui permet de l'isoler, parce que une des contraintes, c'est qu'on arrivait à un niveau intermédiaire et on a récupéré donc le rez-de-jardin, donc le niveau en dessous, pour agrandir les espaces de présentation. Et donc on les relie par un escalier qui est une espèce de grande hélice. Oui, qui est démultiplié par rapport au volume général du bâtiment. Voilà, c'est ce qu'on appelle le tapis volant en ductal. Cette rampe qui est posée sur des petits potelets en inox et qui fait 4 cm en sa partie centrale et 1,5 cm en rive. Et qui permet de mettre en place ce jeu de différentes hauteurs, cette pratique du jardin, jusqu'au niveau du plancher rez-de-chaussée surélevé du bâtiment. Voilà, et la vue sur la cathédrale. Voilà, donc nous avons fini notre présentation. On voulait remercier donc Francis Rambert et la Cité de l'Architecture, et puis on voulait remercier aussi tous nos collaborateurs, donc Thomas Reynaud, Mathieu Roqueviller, Pauline Le Fur,
Michael Papin, Édouard Banduel, Ronan Lediaric, Kikyo Kim, Héloïse Tabar, Alexandre Goulet et Marc Amansirian. Voilà, qui Ainsi travaille avec qu'Anastasia nous, Polonskaya, qui travaille avec nous. On voudrait remercier aussi les photographes Philippe Ruot et Benoît Fougerolles. Voilà, merci.